avec un cours sur le sujet du jour qui est l'innovation. Et après ce cours sur l'innovation, on attaque les workshops de la journée, donc le 16 et 28 pour les groupes qui ne sont pas passés, plus 31, 32, 33 pour tout le monde. Et vous me direz à ce moment-là si on y inclut les pauses ou pas et comment est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous envisagez la suite de cette journée. OK. C'est un quiz en fin de journée. Ou pas, ça dépend du temps qu'on a, mais vu qu'on finit à 18h15, on aura sûrement le temps de faire un quiz. Comment vous vous placez par rapport au quiz? Vous dites, c'est un exercice, je vais vous faire voter à main levée comme ça. Vous dites, c'est plutôt un exercice intéressant, ça permet de réviser, d'apprendre, de voir qu'on est au point, etc. Et c'est intéressant de faire des quiz. Ou c'est complètement inutile parce que vous faites des copier-coller de droite et de gauche. En fait, vous retenez même plus les questions et vous n'apprenez strictement rien pendant les quiz. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui pensent que les quiz ne servent strictement à rien parce que vous faites des copier-coller et finalement vous ne retenez pas ce qui a été répondu dans le quiz. Donc pas important, pas important, pas important, pas important, une petite moitié de pas important. Donc c'est plutôt important pour les autres alors. Vous apprenez plutôt des choses. Ok. Bon, on verra si on continue les quiz. Je ne vous cache pas que c'est un peu long à corriger. Et que vu qu'on a déjà beaucoup de notes, on va finir par une trentaine de notes ensemble. On n'est pas obligé de faire tous les quiz. On peut remplacer par autre chose. Mais moi, il me semblait, mais je peux largement me tromper, il me semblait que c'est des choses qui étaient plutôt importantes pour bien se fixer, figer l'esprit du cours en tête. Allez, on attaque notre sujet du jour qui est l'innovation. Et donc l'innovation, ça va prendre en compte plusieurs éléments et il y aura c'est un poème, c'est une chanson, je sais pas. C'est bien ça. Génial. Donc, cette courbe que vous avez, enfin, ces courbes, parce qu'il y en a 50 au tableau, ces courbes représentent ce que sont les pervasions. C'est quoi une pervasion? Une pervasion, c'est une invasion par la technologie. La dernière pervasion que nous avons connue, c'est l'IA. Et peut-être que je me répète, si je me répète, excusez-moi, l'IA, en une semaine, ChatGPT avec OpenAI, enfin OpenAI avec ChatGPT, a enregistré en un mois 100 millions de comptes. Et c'est la plus grosse invasion technologique, c'est la plus rapide invasion technologique qui existe. La précédente, c'était TikTok, mais eux, ils avaient mis 3 mois pour atteindre 100 millions. Vous voyez, TikTok, 100 millions d'utilisateurs en 3 mois, ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs en un mois. Donc ça se, ça devient de plus en plus court. Et c'est pour ça que les courbes sont de plus en plus droites. C'est-à-dire qu'entre le moment où on émet une technologie et le moment où elle atteint son pic, il y a maintenant plus que 15 jours, une semaine, 3 semaines. Et on peut deviner éventuellement quelles seront les prochaines pervasions, les prochaines invasions de technologie. Est-ce que vous connaissez on a déjà parlé au moins 2 fois, le deuxième et le premier plus gros démarrage YouTube pour une vidéo française. Le plus gros démarrage, c'est pas le plus gros score total, mais le plus gros démarrage, c'est le deuxième. Il s'est fait doubler il y a 3 mois par quelqu'un d'autre. Inoxtag, le Kaizen, ça a été le plus gros démarrage. En je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens plus, mais genre en 2 jours, il a fait 10 millions. Alors que ODD de PNL, ils en sont à 200 millions aujourd'hui, mais la progression a été plus lente. Et je crois qu'Inostingue, il plafonne à 35 millions et il a lancé un deuxième truc ces jours-ci, c'est son manga, j'ai oublié le nom, Innocent, je crois. Ça vous parle? Innocent, un truc comme ça.
Enfin, il a passé 15 jours au Japon, il a fait un manga et il en fait un film. C'est génial. Alors, je ne sais pas si ce film a du succès, plus ou moins que Kaizen. Je pense que les deux opérations, à mon goût, sont trop rapprochées. Il aurait dû attendre encore 6 mois pour le sortir, parce que là, les gens sont encore sur le coup de l'Everest. Ils ne sont pas prêts de choper le coup du Fuji, du mont Fuji, du Fujiyama. Et Fujiyama, ça veut dire mont Fuji. Comme dirait Naps avec son 500 Yamaha, pour ceux qui ont la ref. Donc une pervasion, c'est une invasion d'une technologie. Et la pervasion, on est resté sur Elle s'est fait la petite frange, et la pervasion, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne chose que 100 millions d'abrutis se soient rués sur ChatGPT pour poser des questions à la con dont ils n'avaient aucune utilité, juste pour voir si ça marchait? Est-ce que ça a été utile pour l'humanité? Est-ce que ça a fait progresser quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, ça a fait brûler des centaines de tonnes de CO2 des smart, des, des centres technologiques, des data centers, pour rien? Les premières questions, si vous voyez la bêtise des premières questions qui ont été posées à ChatGPT, c'était juste des questions de journalistes, quoi, pour pouvoir critiquer ChatGPT. Heureusement, aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré et les questions sont un peu plus intéressantes. Alors, j'aime beaucoup cette slide qui nous dit que c'est un peu la pervasion, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur, mais il y a aussi du pire. Et l'innovation, à la question, c'est quand le meilleur moment pour innover? La réponse, c'est comme la question pour c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 10 ans. Parce que si tu l'avais planté il y a 10 ans, aujourd'hui, tu pourrais manger les fruits, tu pourrais avoir de l'ombre, tu pourrais avoir du CO2 qui a été emprisonné par cet arbre. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Donc, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 10 ans. Mais maintenant, si aujourd'hui tu l'as toujours pas planté, quel est le meilleur moment pour planter un arbre? Ben, c'est tout de suite. Et il y a tellement d'entreprises qui, pour l'innovation, disent, OK, on a raté Internet, on a raté les apps, on a raté l'IA, on, on attend la prochaine. Mais le problème, c'est que c'est comme un train qui va de plus en plus vite. Si tu prends pas le train à l'arrêt du train, tu auras beaucoup de mal à le prendre en pleine vitesse. Ou alors tu vas te le prendre en pleine gueule et c'est tes concurrents qui vont te sortir du game. Donc, ça veut dire que le meilleur moment pour innover, c'est maintenant. Les innovations, le futur, les grandes théories, les grands outils sont déjà là. Tout est déjà là. Il suffit de se pencher et d'avoir les bonnes idées. Ce sera le sujet du workshop 32. Il suffit d'avoir les bonnes idées maintenant pour pouvoir innover. Et je voudrais vous dire aussi une chose sur l'innovation, c'est que l'innovation, c'est pas forcément des trucs de plus en plus compliqués. L'innovation, voilà un très très bon exemple d'innovation, c'est une montre de chez AP, Audemars Piguet, qui s'appelle la Royal Oak, qui est une montre emblématique et qui est recherchée par tous les collectionneurs et les rappeurs, sauf que les collectionneurs n'ont pas les moyens et les rappeurs ont beaucoup de moyens. Cette montre, c'est une innovation. Parce qu'en 72, quand M. Jantal la dessine, c'est l'acier, c'était déjà très connu. Rolex faisait des montres en acier sans aucun problème. Donc des montres en acier, c'était connu. Le bracelet acier, c'était connu. Les vis apparentes, c'était connu. C'est quoi l'innovation de cette montre? Ben, l'innovation, c'est que c'est la première montre en acier qui est vendue plus cher que les montres en or. Et oui, l'innovation, elle réside simplement dans le positionnement luxe
d'une montre en acier. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelle technologie, il n'y a pas de choses extrêmement compliquées. On pourrait appeler ça une innovation frugale ou une innovation de positionnement ou une innovation marketing ou une innovation dans le principe. Mais ce n'est pas des choses compliquées, c'est juste, ils ont fait une tellement belle montre en acier qu'ils m'ont dit, et aujourd'hui encore, elle est vendue plus cher que la plupart des montres en or. Alors, pas de chez Patek Philippe, mais que la plupart des montres en or, elle est vendue aujourd'hui aux environs de 25 000 euros. Et les prix de la Royal Oak peuvent aller encore bien au-delà. Oui, l'innovation, c'est pas forcément d'ajouter de la sophistication. Ça peut être au contraire de faire quelque chose d'extrêmement dépouillé. Et puis d'autres innovations dans l'horlogerie qui existent aussi, avec l'alliance de l'or et du caoutchouc et de plein d'autres sujets. Une des montres les plus chères de chez Patek Philippe, elle s'appelle Aquanaut, et c'est une montre qui est en acier avec un bracelet en caoutchouc. Donc une montre en acier avec un bracelet en caoutchouc se vend plus cher que des montres avec un bracelet en crocodile et un cadran en or. Elle s'appelle l'Aquanaut, cette montre chez Patek Philippe, et fun fact, elle a été designée par la même personne qui a fait la Royal Oak, qui s'appelle Monsieur Genta, j'ai oublié son prénom, mais Monsieur Genta, Genta, c'est lui qui a designé la Royal Oak, qui a designé l'Aquanaut et qui a designé la Nautilus. Donc c'est un très très grand designer de montres. Donc pour vous prouver que l'innovation, c'est pas forcément des choses plus complexes, plus sophistiquées, ça peut aussi être plus simple. Donc là, matériau unique pour le cadran et le boîtier et le bracelet, tout en acier, et c'est vendu plus cher qu'une montre en or. Donc retenez cette chose-là. Retenez aussi cette citation de William Gibson qui dit que le futur est déjà là. Donc pour les boîtes qui hésitent à innover en disant est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'attendre que patati, patati, patata, Gibson dit le futur est déjà là. Si votre boîte veut innover et faire du métavers, le métavers est déjà là. On sait faire du métavers. Juste, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais si votre boîte a une idée de qu'est-ce qu'on peut faire du métavers, la techno, elle est là. On sait le faire. Juste, on ne sait pas à quoi ça sert. Allez, ça fait partie aussi des mots, des 50 mots sur la liste du workshop NBIC. Ça veut dire quelque chose de bien précis, je vais vous le dire. Mais avant que je vous dise c'est une news qu'on veut. Le cours de demain est annulé. Il est maintenu? Tout est maintenu. Ok. Notre activité doit anticiper. Voilà. C'est ce que je vais avoir sur ma messagerie aussi. Mes élèves me demandent. Je pense que tu ne pas dormir. REFE, il arrive. Personne vient en vélo aussi. En vélo, Sachez que tous mes cours sont en Reflex. Si vous voulez suivre le cours de demain en Reflex. Si vous voulez recommencer le cours d'aujourd'hui demain, ou si vous voulez faire le cours de demain aujourd'hui avec l'autre prof qui ne sera pas là demain,
Non, j'ai Ça va, vous aurez pu aller en c'est pas con. Mais... Demandez à un étudiant de mettre en route le iFlex, c'est pas facile. Hein. Qui sait quel étudiant sait mettre en route le iFlex? Avec le bypass de la salle d'attente? Ok, super. Bah, mets-le en route. C'est pas facile, hein? Tu peux pas l'improviser. Ok, bon courage pour demain. Allez, on continue pour aujourd'hui. Allez, on continue pour aujourd'hui les NBIC. Ça fait partie, les NBIC, des questions que vous avez. Oh, mais attendez, on n'a pas dit bonjour à tout le monde. Il y a Roman, il y a Sarah, il y a Myriam qui sont en ligne. Salut les gars. Bon, demain c'est mort, faut venir. Donc, nos petites NBIC. Donc, ça fait partie des 50 termes à connaître. Au-delà de la signification que je vais vous donner dans un instant, mais que vous connaissez peut-être parce que c'est archi connu, la réponse que j'attends si vous tirez au sort le NBIC, c'est pas simplement N veut dire nanotechnologie, B veut dire biotechnologie, I informatique, C cognitif. Ça, n'importe quel abruti est capable de le dire. Ce que je veux que vous me disiez avec un ordinateur, ce que je veux que vous me disiez, c'est que ce sont des technologies convergentes qui vont changer les offres des produits de l'entreprise et qui vont changer la manière dont l'entreprise fonctionne. Donc, c'est toutes les innovations qu'il faut mettre. Retenez bien ces deux éléments qu'il faut mettre dans les produits des entreprises, dans les offres que vous faites, mais aussi dans vos processus. Je vous explique ça en une seconde, vous allez comprendre tout de suite. Le premier N veut dire nanotechnologie. C'est la science des matériaux. Okay? Une école de commerce comme j'aime, elle pourrait dire, nous, les matériaux, ça ne fait pas partie de notre offre. Nous, on vend du savoir, on vend un diplôme, on vend plein de choses, mais donc les nanotechnologies, nous, on s'en fout. Eh bien, pas du tout, parce que ce bâtiment a été construit avec certains matériaux, donc beaucoup de bois, très peu de béton, beaucoup de produits passifs d'isolation, beaucoup de technologies qui font que les nanotechnologies ont été utilisées pour construire ce bâtiment, ce qui permet à GEM de se revendiquer comme étant l'école la plus durable du panel des grandes écoles. Et peut-être que certains d'entre vous ont choisi GEM pour ça. Peut-être que d'autres d'entre vous n'ont strictement rien à faire de la durabilité et que l'école soit durable, pas durable, ça ne les intéresse pas du tout. Mais certaines personnes ont été impressionnées par le côté développement durable de GEM. Et donc, une banque, par exemple, qui dit, moi, je vends des services financiers, j'en ai rien à foutre du biomimétisme, je ne peux rien faire du biomimétisme et je ne peux rien faire des nanotechnologies, eh ben, c'est complètement faux. Une banque, elle a combien de distributeurs automatiques de billets qui consomment à balle de l'électricité H24 pour un abruti qui vient retirer toutes les 3 heures? Ben, si elle utilisait des nanotechnologies, des superconducteurs ou des supraconducteurs, si elle utilisait des technologies de capteurs, elle pourrait faire diminuer sa consommation de ces guichets automatiques de 70-80%. Et elle pourrait donc dire à ses clients, on est plus vert que la banque d'à côté, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le workshop 32 ou 33, je ne sais plus lequel c'est, qui consiste à dire comment utilisez-vous les NBIC dans votre entreprise?
une entreprise que vous choisissez. Eh bien, c'est pas forcément parce que votre entreprise va vendre des produits avec des nanos ou avec des bio, mais c'est parce que le fonctionnement de votre entreprise peut utiliser des nanotechnologies pour consommer moins, pour ne pas consommer des matériaux rares, des matériaux non renouvelables, et en consommant de l'hydrogène, par exemple, à la place de l'hydrogène, avec l'hélium, c'est un des éléments qui est le plus disponible dans l'univers. Donc, en consommant de l'hydrogène, à la place du pétrole ou à la place du gaz ou à la place de l'énergie nucléaire, votre entreprise peut devenir plus verte, plus durable, moins soumise aux aléas financiers des cours du pétrole et peut avoir du coup un meilleur produit. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément ce que vous vendez au client qui doit contenir du bio, des nanos. C'est l'entreprise qui utilise ces bio, ces nanos pour pouvoir être plus efficace, ou le terme que je déteste, mais je vais le dire pour une fois. Oh, ça doit être, je dois le dire ce terme une fois tous les 3 ans, pour être plus efficient. Je déteste ce terme, mais pour être plus efficient, j'ai dit 2 fois, donc je peux m'arrêter pendant 6 ans maintenant. Eh bien, votre entreprise va utiliser des nanotechnologies pour avoir un gain et pour être moins sensible aux fluctuations, à tout ce que vous voulez. Vous avez compris le principe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les nanos? C'est la science du tout petit, de l'atome. Le graphène, par exemple, si on met du graphène dans les batteries, si on met du graphène dans les éléments, eh bien, ça pèse 10 fois moins lourd, c'est 10 fois plus résistant, les batteries tiennent 2 fois plus longtemps, elles se rechargent 5 fois plus vite et en termes de temps de recharge, en termes de temps de charge, elles sont 2 à 3 fois plus efficaces. Donc, demain, tous les appareils qui contiennent des batteries auront du graphène et auront une durée de vie supérieure. Pareil pour des supraconducteurs, donc le graphène est un supraconducteur. Pareil pour l'hydrogène, donc tout petit atome, l'atome le plus simple avec et le plus commun. Tout ce qui est biotechnologie, biomimétisme, la nature est l'industrie la plus propre du monde. Elle fait 0 déchet, elle consomme 0 énergie, à part le soleil. Elle fait tout à base de photosynthèse et elle a besoin d'aucun nettoyage. Elle s'auto-nettoie, elle fait 0 déchet et elle entretient la Terre depuis des milliards d'années avant qu'on arrive. Et la Terre est nickel avec cette industrie naturelle. Donc tout ce qui se passe naturellement, le pourrissement des feuilles, des fleurs, la création d'humus, la prolifération de vers de terre, toutes ces choses-là qui sont 100% naturelles et qui sont la reproduction de ce que fait la nature quand elle est pas embêtée par les hommes, eh ben c'est des leçons à prendre pour gérer des villes, pour gérer des campagnes, pour gérer un certain nombre de choses. Si on arrive, qu'est-ce que c'est, comment s'appelle le nom, il est écrit au tableau, c'est Physarum polycéphalum. Quelqu'un connaît le Physarum polycéphalum, c'est le blob. C'est un organisme unicellulaire, ça ressemble un peu à du vomi, et cet organisme unicellulaire, il est capable de constituer des réseaux que même le plus gros ordinateur du monde ne serait pas capable d'imaginer parce que c'est trop compliqué. Et lui, petit organisme monocellulaire, il est unicellulaire, pardon, il est capable de faire des circuits et des parcours absolument dingues, d'optimisation dingue. Si Amazon utilisait le blob pour ses tournées de camions, il gagnerait un fric de fou. L'axolote, c'est un petit batracien invertébré qui est capable de vivre 400 ans et qui attrape 0 maladie. Donc c'est un organisme qui se répare tout seul. Quand il perd un membre, il le reconstitue. On peut le couper un quart, il reconstitue sa queue. On peut reconstituer les nageoires. C'est un petit poisson batracien mexicain. Et il est capable donc de s'auto-soigner de plein de choses. Si ça se trouve, dans l'axolote, pour les laboratoires pharmaceutiques, il y a tous les vaccins du monde, il y a tous les médicaments du monde à l'intérieur de ce petit truc qui vit 400 ans et qui chope
aucune maladie, même s'il est soumis à la pollution, même s'il est soumis à des eaux impropres, il attrape aucune maladie. Donc peut-être que c'est notre sauveur intraplanétaire. Pour l'informatique, vous avez l'IoT, le fameux Internet of Things. Cet Internet of Things, il va nous permettre de savoir un certain nombre de choses. Et quand on globalise tous les objets connectés, je vais vous en montrer un, c'est la seule diapo que je montrerai en dehors de cette diapo-là. Je vais vous en montrer un qui est assez sympathique, il est fait par la boîte française, qu'est-ce qu'il connaît? WeThings. WeThings, qui fait un produit qui s'appelle le YouScan. Et je vous le montre. J'aime bien. Et YouScan, vous le mettez dans vos toilettes. Et il est capable de reconnaître qui se sert des toilettes et de vous envoyer sur votre smartphone votre risque d'être malade aujourd'hui. Et donc, il analyse l'urine de tous les gens qui utilisent les toilettes. Il reconnaît la personne 1, de la personne 2, de la personne 3, de la personne 4. Et il vous dit, la personne 1, vous, par exemple, eh ben, vous avez un risque fort d'être malade aujourd'hui. Si en plus, vous avez une montre connectée qui prend votre température tous les jours et votre taux d'oxygène dans le sang, si vous avez le même jour YouScan qui vous dit que malade, une température élevée et un taux d'oxygène dans le sang inférieur à 95, c'est pas la peine de chercher, vous êtes malade. Vous le savez pas encore, mais vous êtes malade. Ce qui fait que si vous êtes capable de prendre rendez-vous chez un médecin et de ne pas aller travailler et de ne pas contaminer les gens dans le métro, les gens à l'école, les gens au boulot, et pour être malade dans 3 jours et faire 3 jours d'arrêt maladie pour aller voir un médecin, si vous êtes capable d'aller voir le médecin avant que la maladie arrive, vous imaginez le nombre de malades qu'on économise et le nombre d'heures de travail qu'on économise. Donc c'est absolument dingue. Donc ces objets connectés sont d'une importance aujourd'hui qui pourrait devenir presque stratégique. Et si j'avais une équipe de travail à gérer avec des gens extrêmement importants, genre des dirigeants, etc., je leur demanderais de porter une montre connectée avec température quotidienne, avec taux d'oxygène. Je leur demanderais d'avoir un YouScan chez eux pour être sûr que ces personnes qui sont stratégiques pour la boîte ne tombent pas malades pendant une semaine. Parce qu'une semaine de dirigeants absents, dans certaines boîtes, ça ne se voit pas du tout. Ce qui est une bonne chose. Dans d'autres, ça peut être catastrophique. Donc, je pense que ces objets connectés sont d'une importance fondamentale pour l'avenir. Vous avez le IoT ici, et vous avez en cognitif tout de suite le IOB. Donc, IoT, Internet of Things. IOB, Internet of Behaviors. C'est l'Internet des comportements. Et c'est tout simplement, écoutez-moi bien, c'est un peu compliqué à comprendre. Attention. C'est tout simplement l'addition de tous les IoT au niveau d'une ville, par exemple, qui seraient donc bien sûr totalement anonymisés, totalement inidentifiables, mais qui dirait que les habitants d'une ville se lèvent à telle heure, se brossent les dents à telle heure, éteignent leur éclairage de maison à telle heure, lancent leur machine à laver à telle heure, prennent l'ascenseur à telle heure. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans les 5 minutes, il faut avoir plus de transport. Et s'ils prennent leur voiture à telle heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 10 minutes, il faut arrêter le ramassage des poubelles parce que c'est l'heure de pointe du passage des voitures des gens de la ville. Et inutile de congestionner la ville avec tout le monde qui sort en même temps, plus les poubelles qui ramassent leurs poubelles. Il faudrait qu'elles les ramassent à un moment donné. Mais ce serait mieux qu'elles les ramassent quand les voitures ne sont pas dans les rues. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir régler l'éclairage municipal, les services municipaux de ramassage des personnes, les transports en commun. On va pouvoir régler les différents usages de la ville en fonction des informations qu'on a envoyées par l'IoT. Et vous avez un autre IoT que je n'ai pas mis ici au tableau, c'est le IIoT, donc 2 IIoT, et ça veut dire Industrial Internet of Things.
Et c'est quoi le IoT? C'est tout simplement les capteurs. Vous connaissez tous le B2B, business to business, B2C, business to consumer. Vous connaissez peut-être le C2C, consumer to consumer, Vinted. Vous connaissez peut-être le C2B, consumer to business. C'est le client qui apporte un service, qui apporte le produit que l'entreprise va vendre. Cas typique de YouTube ou Instagram, c'est votre vidéo que vous avez postée que YouTube montre à des gens et en échange de cette belle vidéo que vous avez postée, ils prennent de la pub. Donc c'est vous qui apportez la matière. YouTube a tourné aucune vidéo de sa vie, mais il vend du visionnage de vidéos que les gens ont eu, j'ai envie de dire, la bêtise d'offrir à YouTube pour que YouTube fasse de la thune dessus. Si on réfléchit à ça pour autre chose que des vidéos et des réseaux sociaux, on se dit, mais les consommateurs, ils sont complètement cons. C'est comme si vous apportiez vos t-shirts chez Primark d'un côté et que vous achetiez ces t-shirts de l'autre côté au même endroit. Tu n'avais qu'à garder tes t-shirts. Quelque part, c'est un peu ça, YouTube. Hein. C'est vous qui apportez, et Instagram pareil, et TikTok pareil, c'est vous qui apportez la matière que vend l'entreprise. Et j'en viens à la fin de mon B2B, C2C, machin chose. Est-ce que vous connaissez le M2M? Machine to machine. C'est les machines qui vendent à des machines. Et comment ça se passe? Ça se passe avec les IoT, les capteurs. Vous avez un capteur dans l'ascenseur de GEM qui calcule la taille d'un câble. Dès que le câble a perdu 2 mm, il lance le capteur, il lance une demande de réparation et de changement du câble chez l'ascensoriste qui a installé les ascenseurs. L'ascensoriste donc reçoit un nouveau câble. Il se dit, mais pourquoi j'ai un nouveau câble aujourd'hui qui arrive? On lui dit, c'est parce qu'il faut le changer chez GEM. Le capteur a détecté qu'il y avait une faiblesse. L'ascensoriste arrive, il dit, ah bah oui, c'est vrai, le câble est plus faible. Donc il enlève l'ancien câble, il met le nouveau câble et GEM paye la facture. Est-ce que GEM a demandé quelque chose? C'est le capteur qui a dit alerte, qui a lancé, donc c'est un machine to machine. C'est une machine qui a demandé à une autre machine d'envoyer un réparateur avec le produit pour le réparer ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Tous les avions sont réparés comme ça. Et demain, toutes les voitures seront réparées comme ça. Vous aurez un capteur qui affiche que, il y a un problème dans 50 km. Vous devez aller voir un réparateur pour qu'il pallie le problème, pour qu'il n'y ait pas justement une panne dans 50 km. Donc c'est du machine to machine. Et c'est possible grâce aux capteurs et grâce au IoT. Pareil pour l'impression 3D ou l'impression additive, la fabrication additive. Rendez-vous compte, je ne sais pas si vous le sentez ou si vous le voyez venir, rendez-vous compte du changement monumental que ça représente dans la supply chain management, le fait qu'on puisse imprimer n'importe quelle pièce à n'importe quel endroit du globe. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, que ce soit un frigo, une machine à laver, une voiture, une machine industrielle, vous payez la machine, bien sûr, 10 000 euros par exemple, mais vous payez aussi le fait que le fabricant stocke des pièces détachées pour éventuellement réparer votre machine quand elle sera cassée. Donc vous payez le fait que le fabricant, qui avait besoin de fabriquer 1000 pièces, en a fabriqué 1200, 200 de plus qui sont stockés quelque part, ça coûte de l'argent, pour qu'en cas de panne, on puisse envoyer un livreur, prendre une pièce, vous l'apporter chez votre réparateur pour qu'on puisse la réparer. Demain, ça c'est fini. Il suffit de garder les plans des pièces et en fabrication additive, ça 3D printing ou additive fabrication, c'est la même chose. En 3D printing, n'importe qui, avec le plan, va pouvoir brancher sa machine et fabriquer la pièce au moment où il en a besoin. Donc, au lieu d'envoyer des pièces détachées avec des transporteurs, on va envoyer des points STL. Les points STL, c'est des fichiers plans qui vont permettre de connecter n'importe quelle imprimante avec, bien sûr, le bon fil, avec le bon acier, avec le bon élément, qui vont permettre de brancher n'importe quelle imprimante pour qu'elle puisse fabriquer la pièce détachée. Donc, c'est ça vers quoi on s'oriente. Je passe sur la blockchain, le quantique, l'algorithmique, etc. Je passe sur l'IA, j'en parlais tout à l'heure, le machine learning, etc., etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont
les fameux NBIC. Et dans le workshop 32 ou 33, je ne sais plus, je vous demanderai de choisir pour votre entreprise euh, l'utilisation de ces NBIC pour l'ensemble des produits que vous vendez. OK, on fait une petite pause.